Bonsoir et bienvenue à Imaginer le moderne. Mais avant que je commence, je dois saluer quelques personnes. D'abord, M. Henri Schiller, le grand mécène de ces conférences. Merci encore une fois, M. Schiller. Et aussi quelqu'un de très important pour moi, Marie-Josée Kravis, présidente du Musée du Modern Art. Merci Marie-Josée d'être ici avec nous. Et mon cher ami Laurence Descartes, présidente directrice de cet extraordinaire musée. Merci Laurence. Ce soir, je voudrais vous faire voyager avec moi de Paris à New York, du XVIIIe siècle à nos jours, afin d'examiner la notion de modernité à travers le prisme du Louvre et du Museum of Modern Art. Par modernité, je n'entends pas une époque ou un style, mais une idée liée aux pratiques artistiques nouvelles et progressistes qui bousculent les normes et les conventions, et aux institutions qui soutiennent et encouragent ces pratiques à travers leur programmation. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre cette conception de la modernité et le Louvre. Mais presque dès ses débuts, sous la direction du comte Auguste du Forbin, il s'intéressait aux artistes vivants, comme Géricault, dont le radeau de Méduse, peint en 1819, fut acquis par le musée en 1824, juste après la mort de l'artiste. Même si aujourd'hui, en théorie, mais pas en réalité, il ne collectionne pas d'œuvres d'art postérieures à 1848, et qui est connu pour ses vastes collections d'antiquités, de peinture de la Renaissance et d'art français. Mais ce Louvre moderne, voire contemporain, existe et il est profondément engagé auprès des artistes vivants. Il a de surcroît inspiré les générations d'institutions qui ont suivi. En effet, dès sa fondation, le Louvre a été considéré comme une école pour les artistes vivants, un lieu où ils pourraient découvrir et s'inspirer des grandes œuvres d'art du passé. En faisant du Louvre leur atelier, les artistes s'incarnent dans l'espace du musée et constituent un élément essentiel. Les visiteurs découvrent leur œuvre en même temps que celle du passé. Le musée contractait le temps. Les voici devant leur chevalet, palette à la main, occupant la Grande Galerie en 1796, peu après l'ouverture du Louvre au public. Et aujourd'hui, si vous visitez le Louvre, vous tomberez sur des plafonds réalisés par Georges Braque et Cy Twombly, et il y a quelques jours, les 9 tableaux extraordinaires de Marlène Dumas qu'elle a fait pour l'entrée de la Porte des Lions, parmi d'autres commandes, qui incluent des artistes comme Anselm Kiefer et François Morellet. Par une variété de projets récents comme les interventions de Simone Fattal, Luc Toymans et Barbara Chase-Ribou, des conférences et des événements associant des artistes contemporains, les voix des artistes occupent une place importante dans la programmation plus large du musée. Le Louvre fait donc partie intégrante de l'histoire de l'imaginaire du moderne et même celui du Museum of Modern Art, avant que nous naviguions ensemble au travers des époques et des lieux. Je voudrais souligner 3 choses. La première est que l'idée du musée moderne, telle que nous la comprenons aujourd'hui, s'est largement forgée au MoMA dans les années 30 et a été formulée comme une réponse aux antécédents parisiens du Louvre et du Musée des artistes vivants. La deuxième est que, alors que le MoMA s'interrogeait sur ce que signifiait être moderne, il s'est imaginé comme une torpille se déplaçant dans le temps. Enfin, pour empêcher la torpille d'exploser, le musée a dû se concevoir comme un organisme vivant, une entité métabolique. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une institution en constante évolution, partagée entre son engagement envers la modernité et les réalités que cette ambition implique. Cette tension
est ce qui définit non seulement le potentiel, mais également les limites du musée et engendre des nouveaux imaginaires. Si je me suis intéressé au Museum of Modern Art, au-delà de mon intérêt très personnel, c'est parce qu'il est pour beaucoup le centre du modernisme. Ses stratégies curatoriales, sa programmation et ses acquisitions ont été imitées dans le monde entier et ont influencé de nombreuses organisations, parmi lesquelles on peut citer simplement le Musée national d'art moderne, ici à Paris, et le Musée d'art moderne de la ville de Paris, ou plus récemment la Tate Modern ou M+ Hong Kong. Le Museum of Modern Art est créé en 1929 dans le contexte de la Grande Dépression aux États-Unis et des troubles qui agitent l'Europe entre les deux guerres mondiales. Des idéologies économiques et politiques concurrentes, le fascisme, le communisme ou encore la démocratie et le socialisme, déstabilisent un ordre mondial déjà précaire. C'est une époque marquée par de grandes aspirations sociales et politiques, mais aussi de terribles répressions et des désordres culturels. Alors que le musée cherche à se définir dans ce contexte tumultueux de ses premières années, il comprend qu'il doit définir sa mission en termes d'engagement envers l'art nouveau et de nouveaux publics. Mais dès le départ, cette mission comporte une contradiction inhérente. Gertrude Stein, écrivaine et collectionneuse américaine, installée à Paris depuis 1903, est l'une des premières à le comprendre. Lorsqu'elle rencontre Alfred Barr, le premier directeur du MoMA, et sa femme chez elle en 1939, elle déclare à Barr que l'idée d'un musée moderne est absurde. Un musée, poursuit-elle, peut être soit un musée, soit moderne. Pour Stein, l'idée du moderne comme mode de vie, une manière de penser et d'appréhender le réel, et comme forme d'expression esthétique inscrite dans l'avant-garde intellectuelle et artistique qu'elle fréquente, n'a pas besoin d'un musée. Pour elle, l'histoire entrave irrémédiablement le présent. Plus important encore, elle souligne ici le problème inhérent auquel les musées d'art moderne seront confrontés, celui de naviguer entre leur engagement en faveur de l'art contemporain et leur rôle inévitable du gardien du passé. Plus leur succès serait grand, plus ce problème serait important. Des collections plus vastes nécessiteraient plus de personnel pour les gérer, plus d'espace pour les exposer et plus de capitaux pour les entretenir. Barr était convaincu qu'un musée et une collection étaient essentiels pour raconter cette histoire au public américain, alors que les musées plus anciens, comme le Louvre que Barr a visité en 1930, étaient considérés comme des chambres de trésors, souvent issues des collections royales. Barr a imaginé un nouveau type de musée. Selon ses mots, en 1939, il voulait créer un laboratoire ouvert au public. Au départ, rien ne serait permanent, il a écrit, dans ce nouveau musée. Les œuvres d'art que le MoMA possède, la scénographie de ses expositions, mais aussi la configuration des murs, de l'éclairage et de l'immobilier. Le MoMA est conçu comme un lieu d'expérimentation où les idées sont mises à l'épreuve. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que Barr n'a simplement pas utilisé le langage de la science, c'est-à-dire d'avoir un laboratoire. Il a également compris que le public était essentiel pour le musée. Et il était un des premiers directeurs à comprendre que c'est l'art plus le public qui égale un musée. Et ça a été fondamental dans l'ADN du musée du Modern Art à New York. Barr et ses administrateurs n'ont toutefois pas inventé le concept d'un musée consacré à l'art moderne ou contemporain. Il existe de nombreux précédents, surtout en Europe. Le plus important d'entre
eux, était le Musée des artistes vivants, le premier musée au monde spécifiquement consacré aux artistes vivants. Il a servi du modèle au Museum of Modern Art. Créé sous le patronage de Louis XVIII, après son retour d'exil en 1814, le Musée des artistes vivants a ouvert ses portes en 1818 dans une aile du Palais du Luxembourg. Louis XVIII était un fervent promoteur de l'art contemporain français et plusieurs de ses acquisitions ont été faites lors des expositions annuelles de l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui avait obtenu en 1692 l'usage de salon carré du Palais du Louvre. Selon le Moniteur universel de 1818, le Musée des artistes vivants devait devenir un intermédiaire ou un musée de passage entre les salons et le Louvre. Les œuvres qui étaient exposées pouvaient être évaluées du vivant de l'artiste. Puis, après une période jugée appropriée, généralement 10 ans après sa mort, elles pouvaient être acquises par le Louvre, et si le Louvre n'était pas intéressé, elles pouvaient être transférées à un musée de région. Ce mode de fonctionnement, pourtant idéal, fut cependant relativement éphémère. Après la Révolution de 1848, le salon fut transféré hors du Louvre afin de libérer davantage d'espace pour les collections du musée. Mais cela eut également pour effet d'éloigner le musée de l'art contemporain. C'est ce Louvre, en pleine transition, que Baudelaire rencontre, comme on le sait. Donatien Gros, Rémy Labrousse et d'autres écrivains ont démontré que Baudelaire voit le musée tirailler son engagement en faveur d'art contemporain et de l'expérimentation, et sa fonction de lieu de conservation et chef-d'œuvre surtout européen. C'est un musée conscient de sa malléabilité et de sa fragilité. Il veut être, comme Baudelaire décrit, une bibliothèque, mais aussi un lieu d'engagement physique et sensoriel intense. Ces contradictions qui sont au cœur du musée Baudelaire, comme le définit Gros, ne sont pas différentes des contradictions que Stein identifiait, comme le défi des musées d'art moderne. 50 ans plus tard, au début du XXe siècle, la mission du Musée des artistes vivants a perdu sa clarté et son importance dans le monde de l'art contemporain. Le musée ferme ses portes juste avant la Seconde Guerre mondiale et ses collections sont transférées à d'autres musées. Alfred Barr et les fondatrices du Museum of Modern Art, Abby Aldrich Rockefeller, Lily P. Bliss et Mary Quinn Sullivan, ont bien connu l'histoire du Musée des artistes vivants et d'autres musées européens, tels que la Neue Pinakothek de Munich, la Galerie d'art moderne de Rome et la Galerie Tretchakov de Moscou. Lorsque ces femmes ont imaginé un nouveau musée pour New York, leur ambition était de créer un espace pour les artistes les plus novateurs de l'époque. Le musée qu'ils cherchaient à créer anticipait plusieurs musées américains et européens, et surtout le Musée national d'art moderne, qui a émergé à Paris dans les années 50 et 60, sous la direction de Jean Cassou, mais avec une différence importante. Dès sa création, le Museum of Modern Art de New York s'est donné une dimension internationale et a reconnu l'importance des pratiques artistiques de l'Europe et l'Amérique latine dans son histoire. En revanche, le Musée national d'art moderne à Paris, sous la direction de Cassou, était avant tout un projet national axé sur le soutien des artistes français. Même si Cassou a collaboré avec Barr au début des années 50 pour organiser une exposition d'artistes américains à Paris. Si le Musée des artistes vivants a fourni un modèle structurel pour l'intégration du MoMA dans l'écosystème muséologique new-yorkais, l'école de Bauhaus à Dessau, en Allemagne, a fourni un modèle conceptuel pour l'organisation du musée.
Barr visite le Bauhaus en 1927, lors d'un voyage d'études qu'il entreprend avec son ami Jerry Abbott, futur directeur adjoint du Museum of Modern Art. Au Bauhaus, il voit ce que l'architecture, le design, la peinture, la production textile, la photographie et d'autres formes d'expression artistique peuvent offrir comme esthétique moderne, tout à la fois utopique dans ses aspirations, mais réalisable en pratique. Au cours du même voyage, Barr se rend également au Landesmuseum de Hanovre, où il découvre le travail d'Alexander Dorner, directeur du musée de 1925 à 1937. Il était en train d'élaborer une réorganisation complète des collections historiques du musée, introduisant de nouvelles approches en matière d'éclairage et de présentation qui deviendront la norme dans de nombreux musées des décennies plus tard. En 1927, Dorner charge l'artiste soviétique El Lissitzky de concevoir une galerie d'art contemporain qui intégrait des œuvres d'artistes que Barr avait vues au Bauhaus, comme Mies van der Rohe, Laszlo Moholy-Nagy, mais aussi de Mondrian, Picasso et d'autres encore. Avec ses cloisons mobiles, ses murs étroits à nervures d'acier, ses rideaux et ses moulures peintes dans les couleurs de Mondrian, le cabinet abstrait, comme on l'appelait, était aussi moderne dans sa conception que son contenu. Une stratégie que Barr allait déployer au Museum of Modern Art. Barr comprend que pour être moderne, le musée doit être pluridisciplinaire à l'image de Bauhaus et il doit être innovant dans ses expositions et à l'instar de Landesmuseum dans ses stratégies de présentation. Et vous voyez quelques expositions des premières années du Museum of Modern Art. Le musée, imaginé par Barr, était un processus en cours, un lieu en constante évolution où des œuvres, des médias, des supports différents étaient souvent présentés ensemble et où les histoires racontées n'étaient jamais figées. Barr a développé un certain nombre de métaphores pour décrire cet imaginaire. La plus célèbre, qu'il présenta dans un rapport aux administrateurs du musée en 1933, fut celle du musée comme une torpille avançant dans le temps avec le nez représentant le futur en perpétuel mouvement en avant et la queue, le passé des 50 à 100 dernières années, en perpétuel retrait. Si on observe le premier schéma préparé par Barr, la queue de la torpille commence avec les sources européennes et non européennes de l'art moderne et inclut Goya, Ingres et Constable, tandis que son nez s'arrête en 1950 avec l'École de Paris, le reste de l'Europe et les Amériques. Dans le schéma suivant, le nez a avancé d'environ 25 ans et est dominé par les États-Unis et le Mexique, tandis que la queue débute désormais avec Cézanne, Van Gogh, Gauguin et Seurat et Rousseau. Les artistes qui ont fait sujet du première exposition du Museum of Modern Art en 1929. Pour empêcher que la torpille n'atteigne sa cible, et c'est un problème, s'il y a une torpille, il avance, la torpille avance, elle avance, elle avance, il faut quand même trouver un moyen de l'arrêter. Il faut le maintenir en mouvement constant, mais jamais à la cible. Barr a donc imaginé le musée comme un organisme métabolique dans un état d'auto-renouvellement permanent. Ce processus permet à la torpille de continuer à avancer tout en débarrassant de sa queue. Les legs fondamentales de Lillie Bliss, comprenant plus de 100 œuvres d'art et officiellement acceptées par le musée en 1934, catalysent la réflexion menée par Barr au sujet de l'institution. Les dispositions du legs stipulent que le musée pourrait presque tout vendre afin d'améliorer la qualité de la collection.
Dès 1930, donc dans la 10e année du musée, ce processus est à l'œuvre. Les jockeys d'Edgar Degas figurent parmi les premières peintures vendues du Leg Bliss. Le musée peut ainsi acquérir le tableau fondateur du Picasso de 1907, Les Demoiselles d'Avignon, qui avait appartenu au couturier français Jacques Doucet. Et vous le voyez aussi dans l'appartement de M. Doucet. 2 ans plus tard, le musée échange 2 Cézanne et un Toulouse-Lautrec avec le marchand Paul Rosenberg contre La Nuit étoilée de Van Gogh. Ces transactions furent essentielles au succès du Museum of Modern Art, même si, d'un point de vue européen, elles peuvent sembler contradictoires avec l'idée d'une inaliénabilité. Mais Barre s'est probablement inspiré de ce que faisaient certains musées français en dehors de Paris pour améliorer leur collection, grâce à des cessions stratégiques et audacieuses. Une stratégie qui reste essentielle pour le Museum of Modern Art aujourd'hui. En 1921, Henri Faucillon, grand érudit français, qui a influencé plusieurs générations de directeurs du musée en France, mais surtout aux États-Unis, et qui dirigea le musée des Beaux-Arts de Lyon de 1913 à 1924, déclarait « Je pense qu'un musée doit courir des risques dans ses achats. Tous les 20 ans, on fait le tri et on ne conserve que ce qui a résisté. » Au moment où Barre rendit visite à Stein, à Paris, le Museum of Modern Art avait commencé à envisager un accord avec le Metropolitan Museum of Art qui permettrait d'envoyer les chefs-d'œuvre de sa collection déjà âgés d'environ 50 ans. En échange, le musée du Modern Art recevrait des fonds d'acquisition du Met qui lui permettraient de continuer à acheter des œuvres d'art plus récentes, imitant ainsi la relation entre le Musée des artistes vivants et le Louvre. Ce modèle permettrait au MoMA de rester moderne ou dans le présent, sans jamais devenir un musée avec une longue histoire. Il a fallu 10 ans pour qu'un accord soit signé et en 1953, il a été dissous. Dès le départ, aucune des institutions ne faisait vraiment confiance à l'autre. Au cours de ces 6 années d'existence, 26 œuvres furent transférées au Met, dont des peintures de Picasso et Cézanne. Et je me rappelle, un des premiers coups de téléphone que j'ai reçu à MoMA dès mon arrivée, c'est-à-dire en 1995, c'était de Philippe de Montebello, ancien directeur du Metropolitan. Et il m'a dit tout de suite, « Glenn, je suis très heureux que vous êtes venu au MoMA, mais quand est-ce que vous allez envoyer mes Van Gogh ?» Je lui ai dit, « Vos Van Gogh ?» Il a dit, « Oui, il y a un leg d'Abby Aldrich Rockefeller de 2 Van Gogh, des dessins de 2 Van Gogh. » Mais j'ai été étonné. Et j'ai tout de suite appelé le fils d'Abby Aldrich Rockefeller en lui demandant « Est-ce que c'est vrai qu'il faut envoyer des dessins de notre collection au Met ?» Et il a dit « C'est le legs de ma mère, ça appartenait à un accord qui existait pendant quelques années entre le MoMA et le Met, et il faut l'honorer. » Et bon, cet accord a eu un poids lourd sur nous 50 ans plus tard, parce que Madame Rockefeller est morte pendant l'accord. Et donc, c'est dans cet accord, dans ce moment, qu'elle a légué ses Van Gogh. Malheureusement, ils sont partis, mais heureusement, le Met est généreux et il le prête de temps en temps. Avec l'échec de cette relation, le MoMA perdit la capacité de contrôler la croissance considérable de sa collection, de son personnel et ses autres ressources, comme l'avait prédit Stein. En 1947, lorsque l'accord a été signé, le musée possédait plus de 9000 œuvres d'art. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse 200 000, créant un dilemme qui n'a pas encore été résolu. Et je dirais que ce dilemme, c'est le plus grand dilemme des musées, d'avoir si tant d'œuvres dans les réserves qui ne sont pas utilisées. Mais je reviendrai sur ça plus tard dans cette conférence. Ainsi, depuis la fin des années 30,
Le musée s'est agrandi presque chaque décennie. Parmi les plus importants, citons le jardin d'Abbey Road Rockefeller, conçu par Philip Johnson en 1954, puis ses ajouts en 64 et 68, toutes ces extensions, plus l'agrandissement réalisé par César Pelli en 1984, qui ont vu le musée s'étendre le long d'une étroite bande de terrain à l'est et à l'ouest, ont profondément impacté la disposition des galeries, qui sont devenues ce qu'un conservateur a appelé des perles sur un collier. Organisées de manière à refléter les départements de conservation du musée, les galeries se déploient de manière rigoureusement linéaire, centrée sur la peinture et la sculpture. L'accent était mis sur la succession des mouvements, des peintures, des premières œuvres de la collection aux plus récentes. Dans cette version du musée, le baigneur du Cézanne, datant de 1885, a été pendant des décennies l'une des premières œuvres d'art que l'on découvrait en entrant dans les galeries. La geste hésitant du personnage mettant son pied dans l'eau est devenue pour le musée une métaphore de leur rencontre avec la nouveauté de l'art moderne. Mais l'innocence apparente du baigneur masquait le fait que l'imaginaire qu'il représentait était presque entièrement construit à partir d'une succession ininterrompue d'artistes hommes européens centrés sur la peinture et la sculpture, malgré l'intégration pionnière par le musée de nombreux autres médiums dans sa collection. Dans ce cadre, il était difficile de savoir que ce tableau de Cézanne était en fait basé sur une photographie et que cette dernière avait joué un rôle central dans le développement de l'art moderne. Je suis venu au MoMA en 1995 parce que je souhaitais explorer comment un musée si fortement identifié à la compréhension de l'art moderne tel qu'elle s'est formée au cours du XXe siècle pouvait se réinventer pour le XXIe siècle. Je voulais élargir les horizons du musée afin d'adopter une approche plus large et plus généreuse des pratiques artistiques, provenant des régions autres que l'Europe et l'Amérique du Nord. Je voulais éloigner le musée de la familiarité d'un canon qu'il avait contribué à créer pour en faire un lieu d'examen autocritique. Et je voulais réaffirmer l'engagement du musée envers l'art contemporain, avec toutes ses incertitudes et sa complexité. Le musée que je voulais créer était un musée où les idées concurrentes et les contradictions pouvaient cohabiter, où le cinéma, le design et la peinture pouvaient côtoyer les NFT et les formes d'art encore à créer. J'étais convaincu que si le musée ne le faisait pas tout cela, il risquait de devenir comme le musée des artistes vivants à Paris, victime d'une approche de plus en plus conservatrice et vestige d'une époque et d'une esthétique révolue. D'autres musées, comme le Musée national d'art moderne ici à Paris, après la création du Centre Pompidou et l'arrivée de Pontus Hultén, et récemment mes chers collègues Alfred Pachman, Bernard Bilstein, Xavier Rey et Laurent Lebon, et la Tate Modern, nouvellement créée, avaient développé des programmes plus audacieux impliquant un éventail beaucoup plus large d'artistes d'Afrique, d'Asie et d'Inde. En réfléchissant à la manière de rester dans l'air du temps, deux interrogations ont émergé. Le MoMA devait renforcer son engagement envers l'art contemporain et les artistes, et deuxièmement, développer une perspective plus globale sur le monde d'art. Une partie de la solution m'est venue presque par hasard. Au début des années 2000, alors que nous étions en travaux avec un projet d'extension de Yoshio Taniguchi, je cherchais un endroit où exposer notre collection. J'ai demandé à la directrice du PS1, un centre d'art contemporain situé à 2 stations du métro du MoMA,
si elle accepterait d'accueillir une partie de notre collection pendant quelques années. Elle m'a répondu « I am not interested in dating. Let's just get married. » Je pensais qu'elle plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Ce que je ne savais pas, c'était au moment que j'ai demandé cette question, le centre d'art PS1 était dans une crise économique et ils cherchaient un partenaire pour les sauver. Donc, leur besoin d'argent et notre besoin d'espace a créé un partenariat exceptionnel qui a duré jusqu'à nos jours. En moins de 6 semaines de discussions intenses, nous avons fusionné nos deux institutions. Grâce à cela, le musée a immédiatement obtenu beaucoup plus d'espace pour l'art contemporain et a pu prendre part à l'une des programmations les plus réfléchies et les plus audacieuses dans ce domaine. Ce qui est important, c'est de savoir que, pour moi au moins, mais je crois aussi pour mes collègues, l'importance du MoMA PS1, c'est d'avoir une institution qui disruptait tous nos programmes toujours, pour nous mettre toujours dans le présent, avec les artistes contemporains. Une autre partie de la réponse fut d'inspirer du travail de collègues tels que Okwe Enwezor, commissaire de la Documenta 2002. Sa démarche peut se résumer dans ce commentaire qu'il a fait à propos de son exposition. Construite comme un enchevêtrement de constellations de domaines discursifs, de circuits de production artistique et de savoir, et de modules de recherche, les paramètres qui ont façonné l'organisation de ce projet se trouvent dans les dilemmes complexes de l'art contemporain à une époque de profonds changements historiques et de transformations globales. Les pratiques contemporaines s'appuient aujourd'hui sur la manière dont les réseaux artistiques interagissent pour envisager la culture à travers des approches polyphoniques qui se déploient à travers le temps et l'espace. Les pratiques du passé peuvent continuer d'être déconstruites et réinterprétées tant que de nouvelles approches sont développées. Nous avons essayé de ménager ces deux aspects. Nous avons étudié ce que nous avons fait auparavant et en particulier les acquisitions clés qui avaient été réalisées plus tôt mais qui n'avaient pas rencontré un large succès auprès des conservateurs de l'époque. Nous avons également lancé en 2009 un programme de recherche interne rigoureux et transdépartemental, un programme pluriannuel mené en collaboration avec des collègues étrangers, encourage l'étude de l'histoire de l'art en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale. L'Amérique latine, qui nous intéresse depuis les années 30, est devenue l'un de nos principaux centres d'intérêt et a donné lieu à un don significatif de centaines d'œuvres d'art latino-américains de la part de Patti Cisneros, l'une de nos administratrices, et je suis ravi qu'elle est ici avec nous ce soir. Grâce à ce don, nous avons pu intégrer un grand nombre d'œuvres d'art latino-américaines dans nos installations afin que l'art latino-américain puisse être considéré comme faisant partie d'un débat plus large sur l'art moderne et contemporain. Enfin, nous avons élargi notre équipe de conservateurs, et ça c'est essentiel pour nous. Alors que la génération précédente de conservateurs et de chercheurs du MoMA venait d'horizons relativement homogènes et avaient des expériences assez similaires, les conservateurs aujourd'hui sont issus d'un large éventail de disciplines et de régions géographiques. Bien sûr, beaucoup viennent encore d'Europe et des États-Unis, mais d'autres sont originaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Leurs conversations, qui dépassent les écarts entre les générations et se mènent entre les départements du musée, intergénérationnels et transdépartementales, ainsi que leur expérience de vie variées, nourrissent tout ce que nous faisons. Depuis 1995, j'ai présidé
sur 2 extensions qui ont été une réponse directe à ce besoin de montrer plus d'art contemporain et de présenter une perspective plus globale. Mais c'est aussi à cause de la collection qui s'agrandit à une vitesse énorme, et donc on avait toujours besoin de plus d'espace pour montrer plus d'art. La réforme du musée par Yoshio Taniguchi, en 2004, a doublé la superficie des galeries en créant notamment de grands espaces dédiés à l'art contemporain et permis un agencement plus ouvert et plus poreux des galeries. La disposition dite en perles sur un collier, avec une galerie adjacente à une autre, dans un accrochage strictement linéaire et chronologique, est devenue une série d'espaces liés librement entre eux, que nous avons fini par appeler des constellations. Ces galeries peuvent être appréhendées et découvertes sous plusieurs angles et à travers plusieurs points de vue. Le projet de Deleuze, Scofidio et Renfro de 2019 a ajouté plus de 3700 mètres carrés d'espace d'exposition et a apporté d'importantes améliorations aux halles d'entrée et certaines galeries. Tous ces changements physiques sont allés de pair avec une nouvelle approche philosophique et intellectuelle de nos collections. Une série d'expérimentations qui a débuté avec les expositions du MoMA 2000, comme Walker Evans et compagnie sur la haute gauche, acteurs, danseurs, baigneurs, haute droite, sciences inutiles en bas à gauche, et une chose après l'autre, faisait vraiment le centre de ces expérimentations. Comment est-ce qu'on pouvait mettre des objets dans notre collection dans un contexte différent? Et je me rappelle que le conservateur de Walker Evans et compagnie avait peur de mettre le lit de Bob Gober avec les photographies de Walker Evans. Et je lui ai dit, appelle Bob Gober et demande s'il serait d'accord. Il lui a appelé et la première chose que Bob lui a dit, c'est « Mais j'adore Walker Evans, quelle bonne idée !» Ces expérimentations se sont poursuivies pendant les 2 décennies suivantes et ils nous ont appris à faire collaborer les différents départements et à juxtaposer les différents médiums artistiques. Nous avons appris à passer d'un récit chronologique à des récits multiples à travers le temps et l'espace. Tous les membres du personnel n'étaient pas persuadés que c'était une bonne idée. Je dois dire que peut-être la plupart n'étaient pas persuadés au début. Et il a fallu beaucoup de pratiques pour être convaincus que ces projets marcheraient à grande échelle. L'imaginaire que je cherchais à créer avec mes collègues était plus large, plus ouvert aux risques intellectuels et artistiques dans ses choix, moins certain dans ses affirmations et plus généreux dans ceux qu'il incluait. C'était en quelque sorte un retour à l'idée initiale du musée comme laboratoire ou lieu d'expérimentation, où l'on pouvait explorer des questions sur la portée et l'étendue de l'art moderne contemporain. Au lieu d'attribuer les galeries par nos départements, comme nous le faisons auparavant, les conservateurs des 6 départements, dont peinture et sculpture, photographie, architecture et design, film, estampes et dessins, nouvelles technologies et performances, ont collaboré pour créer des ensembles de galeries. Celles-ci étaient interdisciplinaires par définition et plus fidèles à la façon dont les artistes travaillent et pensent aujourd'hui. Le projet de 2019 nous a donné les moyens de mieux développer les histoires que je souhaitais raconter. Et nous offrons des galeries supplémentaires encore plus ouvertes et perméables que celles créées lors de l'agrandissement de 2004. Les 62 galeries consacrées aux collections maintenant, dont nous disposons, désormais permettent de créer plusieurs boucles ou circuits sur 3 étages distincts. Chaque galerie est devenue une installation indépendante, reliée aux galeries adjacentes par une chronologie similaire, mais pas
identiques. C'est les archipels que je parlais aux premières conférences. Cette idée que ces galeries, ces constellations sont comme des îles dans un archipel. Et pour éviter de donner l'impression d'une collection fixe ou permanente, nous nous sommes engagés à changer régulièrement un grand nombre de nos accrochages. Cela nous a permis de montrer chaque année davantage d'œuvres d'art dont beaucoup étaient auparavant cachées dans les réserves et de raconter davantage d'histoires. Un coup d'œil à l'accrochage de nos galeries consacrées au milieu du XXe siècle illustre mon propos. Le plan physique montre plusieurs points d'entrée sans parcours fixe. Une galerie est consacrée aux artistes new-yorkais, une autre à l'art d'après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs galeries présentent l'expressionnisme abstrait, tandis que d'autres explorent les expériences dans le domaine de la photographie, les notions élargies du pop art, l'artiste sonore innovateur David Tudor et les modules et les systèmes en architecture, entre autres sujets. Et si vous regardez attentivement derrière le fragment de façade provenant des Nations Unies que vous voyez en devant de la photographie, vous pouvez voir un extrait du film satirique Playtime de Jacques Tati, dans lequel Tati, incarnant M. Hulot, découvre, avec un peu d'incompréhension, le type d'architecture moderne exposé dans la galerie. Le cinéma est présent, pas seulement ici, mais dans l'ensemble des galeries à tous les étages, avec une galerie qui lui est entièrement consacrée au 4e étage, afin que cette discipline puisse être présentée comme une dimension à part entière de l'art moderne et contemporain. J'avais espéré le faire en 2004, mais j'ai rencontré une telle résistance de la part des conservateurs que j'ai abandonné l'idée. À l'époque, les conservateurs considéraient que la juxtaposition de films avec des peintures, des sculptures ou des œuvres d'architecture et design risquait de dévaloriser chacune de ces formes d'expression artistique. De la même manière, à côté de l'entrée des galeries contemporaines, nous avons créé ce que nous appelons un laboratoire de créativité, consacré à l'apprentissage et à l'implication des visiteurs, afin que les publics de tout âge puissent travailler avec des éducateurs sur des projets conçus pour approfondir leur compréhension de l'art exposé. Nous voulions que le laboratoire soit considéré comme faisant partie intégrante de l'expérience des salles et non comme une activité distincte, comme c'était le cas dans les versions précédentes du musée. L'idée de modernité qui se reflète ici est marquée par le hasard, la contingence, fondée sur l'éphémère et le changement. Nous voulions montrer clairement que le progrès s'accompagne souvent d'échecs et de déceptions. Nous voulions souligner que le temps et la géographie ne doivent pas être compris uniquement comme la torpille de barre en avançant en ligne droite. D'une certaine manière, nous voulions reprogrammer la torpille de barre afin qu'elle puisse se déplacer latéralement ainsi que vers l'avant ou même vers l'arrière à l'occasion pour montrer que les normes ne sont jamais stables et doivent être fréquemment remises en question. C'est un sentiment d'ouverture et de fluidité, même de fragmentation, de frontières perméables d'hypothèses spéculatives que nous voulions transmettre avec le nouveau Museum of Modern Art. Nous avons imaginé les galeries comme des lieux de débat et de controverse, autant que comme des sources de joie et d'inspiration. Nous reconnaissons qu'il existe une critique saine et vivante de l'idée du moderne, voire aussi du postmoderne, de la part des historiens, des critiques, sans parler du grand public. Notre objectif est d'embrasser la complexité de cette critique, parfois en y résistant, parfois en y répondant. Le moderne tel qu'il est compris ici est instable, ouvert au changement et à la malléabilité. Ce n'est pas un dogme,
mais une hypothèse. Permettez-moi de vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Around les Demoiselles d'Avignon a réuni 13 œuvres de Picasso étroitement liées à son tableau fondateur de 1907. People Series No. 20, Die, de Faith Ringgold, datant de 1967, et Quarantania, de Louise Bourgeois, datant de 1947 à 1953, compliquent et amplifient la lecture traditionnelle de l'œuvre de Picasso, comme source de cubisme en y ajoutant une perspective féministe et noire. Selon Anne Umlin, commissaire de l'exposition, leur présence intensifie les questions soulevées par les demoiselles sur la représentation des femmes, du pouvoir et des différences culturelles. Tout le monde n'était pas de cet avis. Certains ont trouvé la présence de Ringgold dérangeante ou naïve, ou ont estimé qu'elle manquait du contexte, tandis que d'autres ont été choqués par l'idée que l'art d'une femme noire relativement peu connue puisse être mis en parallèle avec celui de Picasso. Un membre du conseil d'administration a été tellement choqué par cette exposition qu'il m'a demandé de retirer l'œuvre immédiatement. Et il était très sérieux. Heureusement, un autre administrateur a déclaré que c'était l'une des expériences les plus exaltantes qu'il a jamais vécues au musée. Ceux qui ont été consternés par l'installation ont négligé le fait que Ringgold a passé une grande partie de sa jeunesse au MoMA à regarder Picasso, en particulier Guernica, le grand format de la toile de Ringgold, la disposition de ses personnages et la façon dont elle utilise le couleur pour en souligner la présence sans doute issue de celle qu'elle a appris en étudiant le grand tableau de Picasso sur la guerre. Sa réponse à Picasso souligne l'importance que celui-ci continue d'avoir pour sa génération d'artistes. Mais précisément parce que les arguments présents dans ces galeries se veulent provocateurs et hypothétiques, quelques années plus tard, la galerie a été reménagée en salon cubiste, réunissant 26 artistes de Picasso et Braque à Popova, Goncharova et Rivera, entre autres. L'installation tâchait de montrer comment chacun de ces artistes utilisait le langage visuel du cubisme de manière différente, l'explorant et le faisant parfois même exploser. Plusieurs tableaux, tels que Tête de femme de Laurie Lorenz ou Still Life Synchrony de Stanton McDonald Wright, ont été exposés pour la première fois alors qu'ils faisaient partie de la collection depuis des décennies. Leur présence enrichit l'histoire du musée en révélant ses propres omissions, ses propres silences historiques. Le réseau formé par la constellation de ces galeries offre ce que les théoriciens de la culture Obi-Baba pourraient décrire comme un tiers-espace ou une zone de contact, c'est-à-dire un lieu où s'affrontent des forces inégales de la représentation culturelle. C'est un espace qui encourage l'hybridité et les échanges culturels, tout en acceptant l'impact des relations de pouvoir asymétriques et des différentes capacités d'action. Vous pouvez ainsi observer la juxtaposition du tableau numéro 4 de V.S. Gaitonde, réalisé à Mumbai en 1962, et le tableau de Mark Rothko, numéro 10, réalisé à New York en 1950. Nous les avons accrochés côte à côte dans Planes of Color. Une galerie consacrée au nouveau langage de l'abstraction à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et face aux effets terrifiants de la bombe atomique à un moment où la figuration semblait inadéquate à la tâche de représentation. Gaitonde faisait partie des Bombay Progressives, un groupe d'artistes qui cherchait à définir une approche indienne et contemporaine de l'histoire de la peinture, bien que Gaitonde n'avait pas encore rencontré Rothko à l'époque où il peint numéro 4 et qu'il ne connaissait probablement son œuvre qu'à travers des mauvaises reproductions. Il existe une résonance entre sa peinture et celle de Rothko.
Ils partagent une palette similaire, sobre et évoquant un sentiment d'espace indéfinissable, même si la manière dont ils le font est différente. La juxtaposition de ces peintures déstabilise notre compréhension de Rothko autant qu'elle complique notre lecture de Gaitonde, qui devait rencontrer Rothko plusieurs années plus tard quand il séjourna aux États-Unis grâce à une bourse. Ces installations perturbent intentionnellement le canon, allant parfois jusqu'à remettre en question sa pertinence même. Comment comprendre l'art lorsque les certitudes établies et les fausses vérités s'effondrent? C'est pourquoi le MoMA, comme de nombreux autres musées, dont le Louvre, invite souvent des artistes à présenter leur point de vue sur la collection. Chez nous, on appelle ça « Artist Choice ». Shape of Shape, d'Amy Stillman, réalisé en 2019, et qui fait partie de ce programme, crée une sorte de Gesamtkunstwerk à partir d'œuvres d'art familières et inconnues. L'artiste avait disposé les œuvres exposées sur des étagères et sous des angles inhabituels, rappelant une précédente édition d'Artist Choice organisée en 1991 par Chuck Close. Stillman voulait que les visiteurs se penchent, s'accroupissent et commencent au ras du sol au lieu de regarder le mur. Il n'y avait pas de cartel individuel, juste un cartel mural. Son objectif était que les visiteurs découvrent la manière dont les objets dialoguent entre eux au travers leurs formes et leurs silhouettes. Elle s'intéressait aux ombres qu'ils projettent et aux sortes de rimes visuelles qu'il créait à partir des juxtapositions inattendues. L'absence de cartel visait à créer ce qu'elle appelait un hyperlien, ou un diagramme d'association visuelle passant d'un objet à l'autre comme un fil de pensée visuellement cohérent, mais sans grand récit historique. L'imaginaire du moderne que j'ai tenté de décrire au MoMA s'appuie sur l'ouverture de Malraux au monde et sur la reconnaissance d'une présence continue, l'existence de multiples histoires de l'art entremêlées et qui sont toujours présents. Cet imaginaire se concrétise à travers les premiers films et photographies, les grandes inventions du deuxième moitié du XIXe siècle et les nouvelles œuvres d'art acquises au cours des premières années du XXIe siècle. Par exemple, la sculpture de Yakshi de Mrinalini Mukherjee, réalisée en 1984, mais achetée par MoMA en 2017, représente un esprit féminin de la nature dans la mythologie hindoue et jainiste. Réalisée en chanvre nouée, teint d'un indigo profond et enroulée autour d'une armature métallique invisible, l'œuvre est suspendue au plafond, le chanvre faisant écho à la musculature sensuelle d'un corps humain. Yakshi de Mukherjee, qui fait référence aux traditions artisanales locales, est à la fois subversive et théâtrale. Elle dialogue avec la sculpture classique indienne et internationale et constitue une critique féministe de ces sculptures. Alors que le baigneur de Cézanne se tient avec une certaine maladresse devant son arrière-plan, Yakshi de Mukherjee s'impose avec force dans l'espace. Le pas hésitant de baigneur mène, me semble-t-il, à la présence affirmée de Yakshi. Les deux œuvres occupent une place importante, même on peut dire centrale, dans le musée, mais chacune œuvre un dialogue différent. Je voudrais conclure en soulignant plusieurs points qui me semblent essentiels pour l'avenir du Museum of Modern Art et nombreux autres musées, dont peut-être même le Louvre. Le premier, et qui n'est plus acceptable, à mon avis, de garder de grandes quantités d'œuvres d'art en réserve, inaccessibles au public. Gertrude Stein avait compris le problème que cela posait pour les musées d'art moderne. Et Paul Valéry, et par coïncidence, je suis sorti hier soir avec des amis, on dînait et on est mis dans la salle Paul Valéry. Est-ce que c'est incroyable ou pas? Et Paul Valéry, dans son essai de 1923,
intitulé « Le problème des musées », on avait reconnu cette inefficacité. La Galerie du Temps au Louvre-Lens montre une première manière de résoudre ce problème. Les prêts à long terme de musées riches en collections à des musées régionaux plus petits ou la création de musées sous licence comme le Guggenheim Bilbao, le Pompidou Metz ou le Louvre Abu Dhabi sont d'autres moyens d'y remédier. Une autre alternative consiste à créer un réseau tel que Art Bridges, fondé par Alice Walton à Bentonville, Arkansas, afin de faciliter la circulation des œuvres d'art entre les musées disposant de collections importantes et ceux qui ont besoin de les enrichir. Donner ou vendre une grande partie des collections qui n'ont pas été utilisées depuis plusieurs décennies est aussi une solution. Et je sais qu'en France, c'est très dur, mais aux États-Unis, c'est plus facile et à mon avis, c'est essentiel. À l'approche du milieu du XXIe siècle, l'idée que les musées doivent posséder tout ce qu'ils exposent semble dépassée, même si de nombreux musées sont intrinsèquement réticents à l'idée de partager les œuvres. Il est difficile de changer des pratiques qui sont ancrées dans nos conceptions et nos approches. Deuxièmement, il faut souligner que la plupart des musées aujourd'hui, des audiences en ligne, sont bien plus vastes que le public qui accueille sur place. Dans le cas du MoMA, nous comptons plus de 35 millions d'utilisateurs si on combine toutes nos plateformes numériques. Pourtant, nous ne connaissons pratiquement pas ce public. Et nous voulons prospérer. Et si nous voulons prospérer à l'avenir, nous devrons trouver des moyens de personnaliser notre relation avec lui. Nous devrons développer pour lui des programmes qui traitent l'espace numérique comme un univers à part entière et non comme un simulacre de l'espace physique. Et ça, je crois que c'est aussi essentiel de ne pas utiliser nos programmes numériques pour le marketing ou même pour donner accès aux œuvres par le numérique, mais de repenser le numérique comme un lieu propre qui puisse donner un élargissement du musée dans le monde entier. Un troisième point est que l'intelligence artificielle est en train de changer radicalement ce que nous faisons, comment nous le faisons et aussi l'art qui est créé. Et cela se produit si rapidement que la plupart d'entre nous ne sont pas conscients de la mesure dans laquelle l'intelligence artificielle fait désormais partie de notre fonctionnement. Les avantages sont nombreux et évidents. Traduction simultanée de toutes nos informations, possibilité pour les visiteurs de poser des questions et d'obtenir des réponses immédiates, amélioration des systèmes opérationnels, etc. Mais il existe tout autant de questions difficiles auxquelles il faut répondre concernant la préservation de l'authenticité, de la recherche et de l'érudition, de la créativité, de l'expérience ou encore la protection des informations sensibles et confidentielles. En d'autres termes, nous devons garder à l'esprit que l'intelligence artificielle est une technologie et non un substitut à la pensée. Comme l'a récemment fait remarquer l'universitaire américaine Michelle Elam, malgré toutes les promesses de IA, la poésie ne s'optimise pas. Enfin, nous devons reconnaître les limites du modèle des Lumières, avec son héritage impérialiste et colonial qui a façonné bon nombre de nos institutions. Nous devons être ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles approches, et se tenir prêts à remettre en question nos pratiques passées et l'histoire de nos institutions. L'importance de cette démarche apparaîtra clairement dans la 4e conférence, lorsque nous examinerons les musées sous pression. Reprogrammer l'ADN intellectuel d'une institution est un processus lent et risqué. Cela nécessite de faire face à beaucoup de résistance afin de faire naître et de nourrir
un engagement collectif qui puisse survivre à n'importe quel mandat. Écrire un nouveau logiciel est un processus itératif qui ne peut aboutir que si tout le monde s'y investit, L'imaginaire que nous avons créé aujourd'hui reflète les enjeux de notre époque et de nos conservateurs. Il existe dans l'espace liminal de l'incertitude, où de nouvelles idées et de nouveaux artistes viennent nourrir notre réflexion, tandis que les générations précédentes sont réévaluées pour interroger notre propre compréhension de l'histoire de l'art. Cet imaginaire ne cherche pas à offrir une lecture définitive du présent, mais plutôt à suggérer de nouvelles façons de penser l'art. Il est à la fois un chantier permanent et métabolique dans sa conception. Il peut englober des artistes comme Cézanne ou Picasso, tout en mettant avant Mukherjee ou Gaitonde. L'idée originale d'un musée du passage, pour revenir au début de cette conférence, a été abandonnée par le MoMA avant son 25e anniversaire. Mais l'imaginaire qui l'a construit depuis rend hommage à cet esprit et relève le défi lancé par Stein, pour qui le musée ne pouvait être moderne, en imaginant une approche moderne de ce qui peut être un musée. Merci.